Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Émilie Chouznou. Je suis chargée de recherche en sciences des données à INRIA-Saclay et je suis membre de l'équipe de recherche OPIS, optimisation et imagerie pour la santé. Lors de mon exposé, je reviendrai sur la genèse du projet collaboratif ScanCov-IA. Je discuterai des challenges scientifiques, techniques et humains qui ont été rencontrés dans le cadre de ce projet et je ferai aussi un bilan des leçons tirées et des perspectives à venir dans le domaine de l'IA pour la santé. L'équipe de recherche OPIS, c'est une équipe commune entre INRIA-Saclay et Centrale Supélec qui vise au développement d'outils mathématiques et algorithmiques avancés pour le traitement des données biomédicales. Donc, on collabore régulièrement avec des acteurs du monde hospitalier et de l'industrie de l'imagerie médicale. En particulier, on a une collaboration forte avec l'Institut Gustave Roussy, qui est le leader européen de la recherche contre le cancer, avec qui on co-encadre plusieurs thèses et on a un certain nombre de publications communes. Et en mars 2020, on a contacté nos collaborateurs de Gustave Roussy, du service de radiologie, pour leur proposer notre aide dans la gestion de la crise Covid, donc nous en tant que chercheurs en sciences des données et intelligence artificielle. Et donc, après des discussions avec ces collaborateurs, on a rapidement décidé de réaliser une étude conjointe sur la recherche des facteurs de sévérité du Covid par des méthodes d'intelligence artificielle avancées. Et en quelques semaines, on a mis en place un accord de consortium entre mon équipe OPIS, l'Institut Gustave Roussy, l'hôpital Kremlin-Bicêtre à PHP et la start-up Hawkin. Et le projet a été lancé et rassemblait au total une quarantaine de chercheurs, ingénieurs, médecins et doctorants. Nos collaborateurs partenaires hospitaliers ont constitué une base de données qui rassemblait des données d'imagerie thoracique, des données cliniques et biologiques sur environ 1 millier de patients qui étaient des participants volontaires de l'étude. Et à partir de ces données, la question était de savoir quelles étaient les données les plus pertinentes pour identifier les facteurs de sévérité de la maladie et de construire à partir de méthodes d'intelligence artificielle un prédicteur algorithmique qui soit précis pour prédire précisément la sévérité de la maladie afin d'avoir une prise en charge efficace et rapide des patients Covid qui étaient hospitalisés. Donc pour notre équipe OPIS, dans le cadre de ce gros projet, notre mission, c'était de mettre au point un algorithme de segmentation automatique des lésions pulmonaires dans les scanners thoraciques. C'est-à-dire qu'à partir des images, donc ce sont des volumes 3D du scan thoracique, notre algorithme devait pouvoir identifier le plus précisément possible la position des poumons et à l'intérieur de chaque poumon, identifier la localisation des lésions et distinguer 3 types de lésions typiques de la maladie Covid, à savoir le verre dépoli, le crazy paving et la condensation. Donc, je vous montrerai quelques exemples tout à l'heure. Et à part ces 3 lésions, bien sûr, il y avait le tissu sain à l'intérieur du poumon. Donc, cet outil de segmentation automatique, c'était un point qui était très important dans l'étude puisque ça permettait ensuite de répondre à des questions médicales telles que le rôle de la présence ou de l'étendue de certains types de lésions dans la sévérité de la maladie. Et donc, ce qu'on peut aussi noter, c'est que en fait, un radiologue expert, il va savoir reconnaître et distinguer la présence en fait, de ces lésions, mais leur localisation très précise en 3 dimensions et le calcul de leur volume associé, ça ne peut être fait que par un outil algorithmique. Donc, voici quelques exemples d'images sur lesquelles on peut voir les différentes classes, les différents types de lésions à distinguer. Donc ici, en fait, on peut voir, voilà, on a un scan, une coupe des poumons. Donc, on voit les 2 poumons. Et ici, on a ce qu'on appelle, par exemple, la lésion qui est la condensation. Donc, on voit qu'on ne voit plus du tout les vaisseaux à travers du poumon. Un autre exemple, on a un autre type de lésion ici qui s'appelle du verre dépoli parce qu'on continue à voir à travers, à distinguer les vaisseaux comme si on regardait à travers du verre dépoli.
Ici, on a un autre exemple où on a différents types de lésions. Donc, on retrouve le verre dépoli, il y a de la condensation ici. Et ici, on a un autre type de lésion qui s'appelle le crazy paving, du fait de sa forme avec des espèces de taches comme ça. Ce qu'on peut voir aussi, ça c'était vraiment des données qu'on a eues. Elles sont assez hétérogènes en termes de forme, du fait qu'on avait des données qui venaient de scanners de 2 marques différentes. Donc, quelles étaient les difficultés rencontrées? Donc, tout d'abord, il faut savoir qu'en fait, la méthode d'intelligence artificielle qu'on a adoptée, elle agit de façon supervisée, c'est-à-dire qu'elle va apprendre la tâche de segmentation à partir d'exemples qu'on va lui montrer. Donc ici, il s'agissait d'images annotées, c'est-à-dire où un radiologue, à l'aide d'un outil logiciel, va colorer les zones où il a pu reconnaître telle ou telle lésion ou des zones de poumons, de tissu sain. Cette tâche d'annotation, elle est très importante en fait pour le bon fonctionnement de l'algorithme d'intelligence artificielle, mais néanmoins, elle est extrêmement longue et fastidieuse. Donc, typiquement, si on voulait annoter un scan 3D complet, c'est une tâche qui prend environ 8 heures. Donc, c'était bien sûr impossible de demander cela à nos collègues radiologues, surtout dans le contexte de la crise Covid. Donc, on a eu en fait accès à uniquement des données annotées partielles. Donc, c'est ce qu'on peut voir ici. Donc, il n'y a que quelques zones en fait, qui ont été colorées, et pas forcément de façon très précise, pour évidemment des raisons de gain de temps. Donc, en fait, sur les 1000 patients, on avait environ 300 patients et uniquement 0,1% des pixels par scan pour lesquels on avait effectivement l'information du type de lésion. Et on avait en plus de cela 22 scans qui ont été annotés complètement par une doctorante de l'équipe. C'est là qu'on a pu mesurer que ça prenait effectivement 8 heures d'annoter chaque scan. Donc, j'ai déjà dit qu'une difficulté, c'était qu'on avait une hétérogénéité entre les scanners. Donc, ce qui va être difficile pour l'algorithme, on va avoir besoin d'un outil qui est vraiment robuste. Et on avait aussi ce qu'on appelle un déséquilibre entre les classes. En particulier, on avait le type de lésion qui s'appelle le crazy paving qui était très sous-représenté. Et donc, ça va être d'autant plus difficile pour l'algorithme de reconnaître cette lésion puisqu'il n'aura pas vu beaucoup d'exemples de celle-là. Donc, notre approche scientifique, ça a été de diviser déjà le problème de segmentation d'images en 2 sous-tâches. Première tâche qui était d'apprendre à distinguer entre le poumon et le reste du corps. Il y a beaucoup de documentation dans la littérature, beaucoup de méthodes existantes très efficaces pour apprendre automatiquement à localiser les poumons à partir des scans thoraciques. Donc, on voulait tirer parti de ces travaux existants. Et ensuite, la deuxième sous-tâche, c'était une fois qu'on a localisé les poumons, à l'intérieur d'un poumon donné, comment savoir identifier et localiser les différents types de lésions et les tissus sains. Donc, on a fait ce qu'on appelle un pré-entraînement, c'est-à-dire sur des bases de données publiques, c'est-à-dire qu'en fait, on va montrer à l'algorithme une base de données plus riche, mais qui ne va pas forcément contenir des patients Covid, mais qui va contenir de grands nombres de scans thoraciques dans lesquels on a déjà localisé les poumons, ce qui va être très utile pour apprendre la première sous-tâche. Et la deuxième sous-tâche, elle va être vraiment effectuée avec notre base de données qu'on avait obtenue sur les données Covid avec nos partenaires. On a testé beaucoup d'approches et finalement, ce qui fonctionnait le mieux, c'était en fait de ne pas décider entre 2 approches, mais finalement de garder les 2 meilleures et de faire une méthode qu'on appelle l'ensembling qui revient, entre guillemets, à avoir une sorte de vote majoritaire entre les réponses des 2 algorithmes. Donc, voilà à quoi ressemblait le pipeline qu'on a proposé au sein de notre équipe. Donc, les tâches d'intelligence artificielle, elles sont apprises par des architectures de réseaux de neurones. Donc, ce sont des modèles mathématiques qui sont très non linéaires, qui vont imiter la structure neuronale du cerveau pour construire des systèmes de décision complexes, comme ici, la tâche de distinguer de localiser les poumons, de distinguer tel ou tel type de lésion. Donc, on voit les différents blocs, la tâche de segmentation, de localisation des poumons et les deux stratégies un petit peu concurrentes, mais finalement qu'on va fusionner, on va faire fonctionner ensemble.
de localisation des lésions. Et donc ensuite, on met tout ça ensemble pour obtenir notre résultat final. Donc, avant de vous présenter les résultats, je voulais aussi faire un petit retour d'expérience en fait, sur les difficultés rencontrées dans le cadre de ce projet. C'est un projet qui a été réalisé dans des conditions assez exceptionnelles. On était très nombreux et on avait un temps très limité en fait, pour fournir nos livrables. Donc, il a fallu monter un consortium, signer un contrat de collaboration vraiment en très, très peu de temps par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. Il y avait un aspect de stockage et traitement de données santé, je vais y revenir au slide suivant, qui était aussi assez difficile à gérer. Beaucoup de pression sur ce projet pour notre équipe OPIS, puisque la tâche de segmentation, c'était un point bloquant, un bottleneck dans tout le pipeline, puisque tout le reste du projet, donc le prédicteur de sévérité, avait besoin de ces informations de volumétrie des lésions, donc on avait une deadline très serrée. Et puis enfin, on était dans un contexte sanitaire et de confinement, et puis on se retrouvait, nous, au sein de notre équipe, à collaborer entre de nombreux chercheurs et doctorants qui, pour certains, collaboraient pour la première fois. Donc, il a fallu mettre en place dans l'urgence des outils collaboratifs de travail à distance et sur des grosses équipes pour mener à bien ce projet. Juste pour revenir sur l'aspect gestion des données de santé, donc c'est une question importante quand on va faire l'intelligence artificielle dans le cadre de données biomédicales, puisqu'on on est dans le cadre de la RGPD et donc en fait là on avait la difficulté que la base de données fournie par les partenaires hospitaliers, on avait besoin d'un hébergeur certifié HDS en fait pour traiter ces données. Et puis, donc, on ne pouvait pas en fait, laisser les données sur place au niveau de l'hôpital parce que ces méthodes d'intelligence artificielle, elles sont très gourmandes en capacité calcul, coût de calcul, carte graphique. Donc, il a fallu trouver une solution rapidement. Donc, ce qu'on a fait, en fait, c'est que toute la partie où on travaille uniquement sur des bases de données publiques, donc non sensibles, elles ont été effectuées sur le supercalculateur Jean Zay. Pour lequel on a obtenu très généreusement de la part du GENSI 10 000 heures de calcul GPU. Donc, ça nous a permis vraiment de pouvoir entraîner et améliorer nos modèles. Et ensuite, une fois qu'on était quasiment, on va dire, arrivé à un modèle stable, on a fait toute la finalisation de ce qu'on appelle le fine-tuning de nos modèles sur l'hébergeur certifié HDS, donc c'était Outscale, qui nous fournissait un stockage et un traitement totalement sécurisé, donc certifié HDS de nos données, des données du partenaire. Donc, quelques exemples de résultats. Donc là, en fait, c'était ce qu'on mettait en entrée de l'algorithme, donc les images brutes sorties du scanner. Et ce que fournissait l'algorithme, donc là, c'est juste une visualisation graphique, et donc on peut voir qu'en fait, on a colorié en différentes couleurs, donc ce que l'algorithme a détecté comme étant du tissu sain, et puis les 3 différents types de lésions. Donc le vert dépoli, là c'était en bleu, en jaune le crazy paving, donc c'était la lésion qui était plutôt assez rare, et puis en rouge la condensation. Donc on avait aussi une visualisation 3D possible. Et puis ça qui intéressait beaucoup les médecins, c'est une vue très synthétique de l'étendue des différents types de lésions pour chaque poumon. Plus globalement, donc l'étude Scancovia, donc avec nos partenaires, ça a été vraiment un succès scientifique puisque ça nous a permis de construire un prédicteur donc basé sur un pipeline encore plus complexe d'intelligence artificielle de la sévérité de la maladie, donc qui peut être mesurée de différentes façons qui sont listées ici. Et aussi, donc on avait des très très bons scores par rapport à plusieurs méthodes à laquelle on s'est comparé de l'état de l'art, c'est-à-dire qu'on arrivait vraiment très précisément à prédire l'évolution du patient. Et en plus, cette étude, elle nous permettait aussi de mieux connaître en fait quels étaient les facteurs corrélés à la sévérité. Et donc notamment, ce qui était particulièrement important, c'était le taux d'oxygénation du patient quand il arrivait à l'hôpital.
quelques résultats de ces analyses sanguines qu'il fallait regarder particulièrement, et puis des informations qui étaient présentes dans les données d'imagerie et qui avaient pu être détectées grâce à notre algorithme de segmentation, dont notamment le volume des lésions, toutes lésions confondues, donc c'est ce qui s'appelle le disease extent, et puis la présence de cette lésion qui s'appelait le crazy PV. Donc cet article, cela a donné lieu à un article scientifique qui a été publié dans le journal Nature Communication. Donc avant de terminer, en fait, je voulais aller un petit peu plus loin, puisqu'en fait, ce projet, ça nous a vraiment permis de nous poser des questions sur quels étaient les challenges en fait, de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le domaine biomédical, notamment les challenges méthodologiques, puisqu'on a été confronté à pas mal de questions vraiment très intéressantes dans le cadre de ce projet. Donc, la première chose, c'est que là, on s'est rendu compte qu'en fait, quand on gérait des données de santé avec des outils d'intelligence artificielle, donc les bases de données médicales, ce sont des données qui représentent un coût de mémoire et un coût de calcul très important, même si on est équipé d'outils modernes. Et donc, ça veut dire qu'en fait, il y a deux solutions. En fait. C'est soit on s'équipe et puis on achète les serveurs toujours les plus puissants, ou alors on pourrait se dire peut-être que les méthodes d'intelligence artificielle, on peut essayer d'en développer des moins gourmandes qui sauraient faire face à ces contraintes, tout en ces contraintes, on va dire, limitées en capacité calcul, tout en ayant évidemment des bonnes qualités d'inférence. La deuxième chose, c'est que en fait, pour aller jusqu'à un outil qui va être effectivement utilisé par les médecins, il y a encore pas mal de travail parce que les outils là qu'on a développés, si on regarde les outils bruts, c'est dans des environnements informatiques complexes, dans des langages complexes, tels que là on a utilisé PyTorch, qui sont très difficiles à prendre en main pour les médecins et très compliqué à installer dans une structure hospitalière. Donc, on a vraiment besoin de collaborer les académiques et industriels pour mettre au point des plateformes logicielles qui soient simples, agrémentées de boîtes à outils et qui soient user-friendly et je dirais doctor-friendly et qui puissent les utiliser aussi de façon relativement versatile, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas un logiciel par problématique, mais idéalement une plateforme unique avec des outils similaires. Une autre question donc, qui nous intéresse beaucoup au niveau méthodologique dans notre équipe OPIS, c'est que le contexte médical, ça insiste à chercher des solutions qui sont robustes. Et il y a pas mal de débats autour des approches d'intelligence artificielle où en fait, on peut obtenir des résultats complètement aberrants en changeant un tout petit peu les entrées. Donc, c'est tout le problème de ce qui s'appelle les attaques adverses. Et donc, nous, on travaille beaucoup dans notre équipe sur l'établissement de certificats de robustesse et de stabilité des outils qu'on fournit. Et ça demande en fait de mettre en place des outils mathématiques avancés et d'adapter un petit peu les outils, les architectures IA par rapport à ce qu'on utiliserait classiquement. Et on s'intéresse aussi à essayer de mieux quantifier l'incertitude sur la sortie de ce pipeline IA qui donne un résultat, mais c'est aussi intéressant d'être capable de quantifier et de présenter à l'utilisateur, donc typiquement le médecin, quelle est la confiance en fait que la machine a sur les résultats qu'elle fournit. Ça, c'est vraiment aussi important pour ensuite l'usage de ces approches-là. Donc, enfin, on l'a très bien vu dans ce projet, les outils IA, ils sont très gourmands en données annotées et la notation, c'est coûteux en temps pour les médecins. Les outils à disposition, ils sont soit trop rudimentaires, soit trop complexes d'usage. Là, au niveau du projet, en fait, grâce à la collaboration avec Okin, donc ils avaient pu développer très rapidement un outil de notation que pouvaient prendre en main les médecins, mais ça a vraiment été un point un petit peu compliqué dans le cadre du projet. Donc, je voulais juste souligner qu'il y a vraiment besoin de nouveaux outils qui soient développés en coordination étroite avec les médecins et aussi d'avoir peut-être des méthodes d'intelligence artificielle qui soient plus robustes au fait qu'on va manquer d'annotation. Et enfin, donc, ce qui est important dans le contexte médical, c'est de comprendre pourquoi la décision a été fournie par l'approche d'intelligence artificielle. Donc, on a besoin de méthodes qui soient explicables,
associé à des visualisations qui soient intuitives pour pouvoir apprendre de l'intelligence artificielle et non dépendre de l'intelligence artificielle. Voilà, donc je vous remercie pour votre écoute. Et donc, j'ai indiqué ici donc, le lien vers le préprint de l'article. Donc, l'article est publié. Et aussi donc, le lien vers l'outil logiciel qui a été développé par Hawking, donc, qui permet de reproduire les résultats de notre étude. Voilà, je vous remercie.